Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité comme chaque soir. On se retrouve à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a visité 2 projets représentatifs du programme de sauvegarde et de développement de la palmeraie de Marrakech. Le ministre de l'Intérieur a pris part à Lyon aux travaux du sommet du G6 des ministres de l'Intérieur des 6 grands pays de l'Union européenne. Abdouafil Ftit a participé à ce sommet à la tête d'une importante délégation du ministère de l'Intérieur. Et puis, page culturelle, l'Orchestre Philharmonique du Maroc s'est produit hier à Casablanca une représentation qui entre dans le cadre des concerts Religion à l'unisson. Un concert donné sous la baguette d'un jeune Marocain impressionnant de justesse. Retenons tout d'abord ce message royal de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi à la famille de l'artiste peintre feu Abdelbassit Ben Dahman. Dans son message, Sa Majesté le Roi Mohamed VI exprime aux membres de la famille du défunt ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de cet artiste peintre créatif qui a contribué durant plusieurs décennies à enrichir le patrimoine artistique national et à consolider sa présence et son rayonnement à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Direction Marrakech, Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, nous le disions, a visité 2 projets représentatifs du programme de sauvegarde et de développement de la palmeraie de Marrakech, les développements Amina Allem, Nissel Hamdaoui. Palmeraie de Marrakech, où Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, effectue une visite pour s'enquérir de projets représentatifs du programme de sauvegarde et de développement de cet espace de palmiers. Un programme lancé en 2007. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a choisi de visiter 2 sites. À commencer par l'une des parcelles agricoles de la Palmeraie, où Son Altesse Royale a rencontré les agriculteurs qui appartiennent à une 40aine de familles, bénéficiant du programme pilote de culture écologique lancé par la Fondation. Ce programme de sauvegarde de la Palmeraie de Marrakech comporte un axe important visant à sensibiliser la population locale à la gestion de ce milieu oasien, tout en l'impliquant dans le développement et la préservation de cet espace. Lors de leur rencontre avec Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, les agriculteurs ont abordé un sujet qui leur tient à cœur, la commercialisation de leurs produits. Car à présent, ils les vendent aux unités hôtelières détenant le label Clé Verte. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a également visité un bassin pour l'irrigation d'une superficie de 390 hectares de palmeraie et qui se prolonge par 12 km de réseau. L'objectif de cette structure est de sauvegarder la palmeraie en modernisant son système d'irrigation. Et comme vous venez de le voir sur ces images, Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a procédé à la plantation donc de plantes de palmiers sur le site. Plus de 100 000 palmiers donc sur une superficie de 112 000 hectares. Elle est le poumon vert de la cité ocre. La palmeraie de Marrakech, véritable oasis, fait l'objet d'un programme de sauvegarde et de développement initié par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement afin d'œuvrer à sauver ce patrimoine écologique d'exception. Reportage Amina Allem, Zakaria Moukinbillah. Aux portes de Marrakech se trouve la palmeraie de la ville ocre, un site naturel riche de ses atouts paysagers, culturels et historiques. Certaines zones de cette oasis ont connu des altérations dues à diverses causes. Afin de remédier à la situation, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement avait lancé en 2007 le programme de sauvegarde et de développement de la palmeraie. L'inclusion des agriculteurs qui habitent au niveau des doigts de la palmeraie et qui mènent leur activité agricole au sein de la palmeraie pour
les impliquer aussi dans ce processus de sauvegarde. À travers ce programme, à travers ce projet de développement des activités agricoles, l'objectif a été vraiment double. D'abord, d'une part, c'est contribuer au renforcement des activités génératrices de revenus et ensuite leur permettre de développer leur agriculture. Ce projet nous a permis de diversifier les cultures. Au début, nous cultivions juste du potiron et du cardon. Mais actuellement, la diversité des cultures favorise la productivité. Le programme vise à favoriser la plantation de palmiers et encourager les agriculteurs à adopter des cultures écologiques. Dans la zone d'El Ouelja, les agriculteurs bénéficient de formations techniques pour l'agriculture et l'élevage. Objectif, développer leur capacité à protéger l'environnement et à sauvegarder la biodiversité, en plus de réaliser des économies sur l'eau et l'énergie. Les agriculteurs ont aussi droit à des cours d'alphabétisation. Grâce à ce programme, les habitants ont développé des compétences et ont appris à lire et à écrire. Ils peuvent désormais assurer la gestion de leurs champs agricoles et maîtriser les dépenses et les revenus. On travaille à deux échelles. L'échelle de l'exploitation agricole, où on va monter en compétence les familles au plan technique, au plan économique et au plan organisationnel. La deuxième échelle, c'est le travail avec l'environnement de ces exploitations pour sécuriser la production et permettre de développer. Donc un travail qui se fait avec l'ensemble des acteurs sur le territoire pour créer des filets de sécurité pour ces exploitations. Un nouveau système de pompage d'eau est installé, utilisant les énergies renouvelables. Un bassin pour stocker l'eau est aussi mis en place. L'irrigation de plus de 500 000 plants de palmiers se fait avec l'utilisation d'eau recyclée. Résultat de ces efforts, de vastes étendues de la palmeraie sont plantées et des projets générateurs de revenus sont initiés au profit de la population. Sur haute instruction royale, 3 avions transportant près de 2 tonnes d'aide humanitaire qui seront acheminés par voie terrestre vers la bande d'Orza via le poste frontalier de Rafah ont atterri hier soir à la base aéroportuaire de l'Est du Caire. Ces aides constituées de médicaments et de fournitures médicales seront transportées vers la bande d'Orza afin de satisfaire les besoins de l'hôpital de campagne médico-chirurgical déployé par les forces armées royales dans la bande d'Orza qui prodigue depuis juin dernier, rappelons-le, des prestations médicales au profit des Palestiniens victimes des derniers affrontements et à l'ensemble de la population de la bande. Direction New York, large soutien à une solution politique à la question du Sahara marocain. Le plan marocain d'autonomie a le mérite de transcender les positions traditionnelles et de répondre aux normes internationales en matière de délégation d'autorité aux populations locales. C'est ce qu'a affirmé la Guinée hier devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Guatemala a réitéré son soutien également au processus politique en cours sous l'égide du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel en vue de trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit autour du Sahara marocain. Ferme soutien également aux efforts onusiens de la CELAC, la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Direction la France, le ministre de l'Intérieur, Abdel Ftit, a pris part à Lyon aux travaux du sommet du G6 des ministres de l'Intérieur des 6 grands pays de l'Union européenne, France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Italie, mais également la Pologne, sur le terrorisme et la migration. Abdel Ftit participe à ce sommet à la tête d'une importante délégation du ministère de l'Intérieur. Mohamed Aïtlishkar. La participation du Maroc aux travaux du G6 de Lyon est un nouveau témoignage quant au rôle du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et de préservation de la sécurité. D'ailleurs, le Maroc et les États-Unis sont les 2 seuls pays invités à ce G6, auquel participent également les commissaires européens chargés des affaires intérieures et de la sécurité. Réunis à l'initiative de la France, ce sommet de 2 jours a permis aux différentes délégations d'aborder des questions se rapportant notamment aux enjeux de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la gestion des flux migratoires irréguliers, principal dossier des travaux de ce sommet. La question de l'immigration ne trouvera pas une réponse nationale. Elle exige une coordination. C'est un sujet complexe d'intérêt commun. Et moi, je considère qu'il faut l'aborder avec la conviction, ses convictions, le respect des intérêts nationaux, mais aussi l'envie de construire une position commune qui seule permet de trouver une solution. Le G6 de Lyon a également porté sur la coopération sécuritaire au Sahel, la lutte contre le terrorisme via Internet et les techniques de communication.
D'ailleurs, en marge du sommet, les délégations participantes ont assisté à un exercice de grande ampleur sur la gestion d'un attentat terroriste. On passe à l'actualité internationale. Dossier syrien tout d'abord. À Idlib, les armes lourdes retirées de la future zone démilitarisée, les rebelles et les djihadistes avaient retiré aujourd'hui la plupart de leurs armes lourdes de la future zone, située principalement dans la province syrienne d'Idlib, à la veille de la date fixée par l'accord russo-turc selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'initiative a permis d'éloigner la menace d'une offensive du régime syrien contre ce dernier fief insurgé, une opération qui faisait notamment craindre aux ONG et à l'ONU une catastrophe humanitaire et un bain de sang. Et puis en Ukraine, un dépôt de munitions s'embrase. 12 000 personnes évacuées en raison d'explosions en série et d'un incendie qui se sont produits donc aujourd'hui dans un dépôt de munitions du nord de l'Ukraine. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. Aucun mort ou blessé n'a été rapporté, mais environ 12 000 personnes, nous le disions, ont été évacuées ou ont quitté la zone à risque de leur propre chef, a affirmé le service pour les situations d'urgence. L'incendie et les explosions ont commencé vers 3h30 du matin dans un arsenal situé dans la petite localité de Droujba. On revient chez nous. Airfood s'apprête à accueillir la 9e édition du Salon des dates, le SIDAT 2018. L'année 2017 a vu une production de 112 000 tonnes de dates. Le Maroc est le 8e producteur mondial. À Figuig, un institut de technologie appliquée de transformation des dates, initier plutôt les jeunes apprenants aux nouvelles approches technologiques de valorisation des dates. Le reportage est signé Monia Marouche. Les techniques de conditionnement et de transformation des dates n'ont pas de secret pour ces jeunes apprenants. Aujourd'hui, ils maîtrisent toutes les étapes de la valorisation de ce produit de l'espace oasien grâce à une formation bien ciblée. Ce sont mes amis qui m'ont conseillé de suivre cette formation et franchement, j'en suis très satisfait. J'aspire à explorer de nouvelles pistes dans ce domaine. Cette formation répond parfaitement aux besoins du marché du travail. Elle aspire également à promouvoir la production des dates qui sont souvent commercialisées d'une manière anarchique. Grâce à la mise au point de technologies simples, les dates sont transformées en divers produits, tels la confiture, des concentrés ou encore des tartines. Des techniques qui respectent les normes internationales de conditionnement et d'emballage. Ces stagiaires apprennent les bases de la valorisation technologique des dates en un produit fini de qualité qui répond aux attentes du consommateur. Le Maroc ambitionne de réaliser une récolte de 160 000 tonnes de dattes et envisage d'exporter 5 000 tonnes du fruit à l'horizon 2020. Capitale de la culture arabe, Oujda accueillera la 2e édition du Salon du Livre du 18 au 21 de ce mois. Réinventons l'universel, c'est le thème choisi cette année. Un salon qui verra la participation d'acteurs culturels issus de divers pays. Le programme a été dévoilé à Casablanca par les organisateurs. Sarah Kater. Lettres du Maghreb, le salon maghrébin du livre se tiendra à Oujda, capitale de la culture arabe, en 2018. L'universalité est le thème de cette 2e édition du salon qui aspire en toute humilité à ouvrir la voie vers une légitime ambition maghrébine. L'universalité est le thème de cette 2e édition du Salon maghrébin du livre. Notre ambition est de réinventer l'universel et offrir au public un vrai dialogue littéraire ouvert sur un monde en pleine mutation intellectuelle. Nous pensons que la culture, à travers ce salon, peut apporter non seulement ce qu'on peut peut-être appeler vulgairement un ballon d'oxygène, mais permettre de penser à travers le thème, réinventer l'univers, un certain nombre de questions sur la culture à travers l'écrit, à travers l'audiovisuel, que ce soit le théâtre, que ce soit la poésie, que ce soit le roman, que ce soit la philosophie, pour poser la question de la relation entre l'appartenance à une culture, à une religion, à une région, à un pays, à une nation, et l'importance de l'ancrage dans l'universel. Une trentaine d'éditeurs sont attendus sur les stands du salon, dont la moitié sont maghrébins. Il s'agit d'ouvrir la voie vers l'universalité pour la littérature maghrébine. La dimension africaine n'est pas en reste lors de ce rendez-vous culturel. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur du salon.
Page culturelle, toujours la saison 2018-2019 s'annonce riche en événements pour l'orchestre philharmonique du Maroc. Les concerts religions à l'unisson ont ouvert le bal de cette nouvelle saison avec des artistes issus des 3 grandes religions monothéistes qui ont partagé la même scène, prônant une image de tolérance, de paix, de dialogue et de respect entre les cultures. Un concert sous la direction d'un jeune Marocain, vous allez le découvrir, impressionnant de justesse. Dominique Orlando. C'est par le compositeur Robert Schumann qu'a débuté ce concert du Philharmonique Royal en l'église Notre-Dame de Casablanca. L'Allemand, qui est considéré tout comme Chopin, comme le digne héritier de cette première génération de compositeurs dits romantiques. Puis ce fut au tour de Johannes Brahms d'accueillir en son double concerto et la violoniste Sarah Nemtanou et le violoncelliste Jérôme Pernaut qui ont été impeccablement dirigés par le tout jeune maestro franco-marocain Mehdi Lougraïda qui fut, faut-il le dire, impressionnant de justesse et d'exactitude. Je pense on était tous concentrés ce soir. On avait, comme vous le dites, une symbiose avec l'orchestre et puis aussi avec les solistes dans le double de Brahms, qui était vraiment remarquable et ils ont vraiment divinement bien joué, Sarah Nemtanou et puis Jérôme Pernaut. Vous êtes un jeune homme maroco-français. Le fait de vous produire ici au Maroc, ça vous donne une émotion particulière ? Complètement. C'est mon pays. Je connais le Maroc par cœur. J'y ai été chaque été de ma naissance jusqu'à maintenant. J'ai passé 2 mois chaque année. Je parle marocain. Voilà, moi c'est de cœur. Et quand on m'a dit que j'allais venir faire une série de concerts au Maroc, pour moi c'était une très très grande fierté. Et que dire de ce qui suivra et qui donnera à ce concert des religions à l'unisson ce parfum si précieux. Et l'on devra cet état de grâce absolu aux jeunes gens du chœur philharmonique du Maroc. Nous avons grandement besoin, dans ces périodes de crispation et on a besoin de ce message de paix, de tolérance, d'amour et de partage entre les 3 religions. C'était formidable. Je trouve que c'est magnifique qu'on puisse nous offrir un moment où la musique traverse le temps, les religions, les cultures, les langues et on communique avec de la symphonie, avec des notes musicales. C'est juste magnifique, extraordinaire. Écoutez, j'ai trouvé que c'était absolument magique. Le mélange de toutes ces cultures sur cette scène est vraiment très agréable. Et c'est le premier concert auquel j'assiste. Vraiment une belle réussite. Nourrir le dialogue des cultures et des religions, c'est une fois encore depuis le Maroc que s'est élevée cette voix royale pleine de sagesse et de dignité qui est tellement propre et depuis tant de siècles à notre pays lui-même. Et voilà, c'était à l'église Notre-Dame de Casablanca. C'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.